Lucie Leroux, qui va nous faire une présentation sur l'apport de la vision pour la détection des émotions. Voilà. Merci. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, je suis la sœur de Jean-Louis. Il en reste peut-être. Et donc, j'arrive avec vous aujourd'hui, je dirais que j'intègre votre équipe par cette première présentation. En fait, moi, je suis responsable d'une thématique que j'ai développée au sein de l'Université de Corse en vision, qui a migré au fur et à mesure des années en vision par drone et qui s'applique principalement pour les feux de forêt. Et je rentre dans votre projet par cette première micro-étude et ma volonté, c'est d'apporter ma contribution. Ce que je pourrais faire pour vous sera bien fait, je pense. Donc, je vais vous parler un petit peu, comme l'a dit Thierry, de comment la vision pourrait être un apport pour vous. À vous de me le dire sur la base de 3 articles que j'ai sélectionnés. Le premier date de 2017. Il s'agit de détecter en quelque sorte des signaux de stress et d'anxiété à partir de signes faciaux, à partir de vidéos travaillant dans le visible. Donc, ce qu'il est expliqué dans cet article, c'est qu'effectivement, il y a des caractéristiques d'anxiété qui se mettent sur le visage. Je pense que je suis un exemple, puisque maintenant, Marianne, qui travaille avec moi depuis 2 ans, sait, sans même que j'ouvre la bouche, si je suis contrariée, stressée ou anxieuse. Alors, dans cet article, on commence à travailler sur notamment les yeux, avec des ouvertures des yeux, des vitesses de clignement, la réaction des paupières à la lumière et des mouvements de sourcils qui peuvent apparaître comme étant des indicateurs. Il y a également des saccades oculaires, la direction du regard, la distribution spatiale du regard également, qui sont quelque chose qui peuvent être étudiés. Au niveau du pupille, il me semble que ça a été déjà évoqué. Il y a la variation de la taille et des proportions de la pupille qui indiquent effectivement et également des effets de stress. Au niveau de la bouche, on peut trouver des formes et puis il y a des pincements, également des fréquences d'ouverture de la bouche ou des déformations asymétriques des lèvres qui traduisent des effets d'anxiété ou de stress croissant. Il y a également, on peut considérer, un mouvement général de la tête qui va aller en termes de fréquence et d'amplitude et qui va décrire des signes d'anxiété et de stress. On l'a évoqué, on va revenir dessus tout à l'heure. Il y a également la couleur de la peau et ça vient de la vascularisation telle que vous l'avez évoqué et de la fréquence cardiaque qui peut également être mesurée dans des conditions assez particulières par également des indicateurs de pouls. Alors cet article décrit une méthode de détection automatique d'anxiété et de stress. Donc à partir d'un visage humain, il y a un pré-traitement qui se fait avec bien sûr, je dirais un traitement de règlement de contraste, la détection faciale qui est quelque chose aujourd'hui qui est quand même standard. On trouve des algorithmes qui permettent de suivre et de détecter en quelque sorte le cadre facial. Et ensuite, on va aller déterminer des zones sur le visage d'intérêt. On appelle ça Region of Interest, ROI. Et à partir de ces régions-là, on va aller extraire des caractéristiques qui se font sur l'œil, la bouche, le front et également la fréquence cardiaque. Alors dans cet article, eh bien, il y a eu une soumission à des stress tels que ça a été évoqué. Je vous montrerai moi comment le stress a été généré. Mais avant chacune de ces mises en situation, il y avait un état de référence, de stabilité qui a permis ensuite de dégager, je dirais, des évolutions par rapport à un état neutre. Et puis ensuite, des caractéristiques qui ont été déterminées pour ensuite arriver à une classification par machine learning pour établir un état de neutralité émotionnelle ou de mise en stress ou en anxiété. Je vous donne à chaque fois le dispositif expérimental parce qu'ensuite, il va falloir qu'on le confronte à ce qui est fait et ce qui peut être fait dans le cadre de ce projet-ci. Donc le dispositif est assez contraignant. Il s'agit de mettre quelqu'un devant un écran et puis derrière cet écran, à 50 cm, de mettre donc un enregistreur vidéo visible avec ici, et c'est présenté sous ce schéma, 2 spots de lumière avec une lumière maîtrisée, homogène, avec un papier qui vient, je dirais, rendre la diffusion, je dirais, la meilleure possible. Et j'y pensais tout à l'heure, ce qui n'a pas été fait puisque je n'étais pas rentrée dans ce beau projet, mais par exemple,
un damier qui va servir de référence pour tout ce qui est prise de mesure sur le visage. Quand on ne fait pas de la 3D, chose que je fais par ailleurs, il faut avoir des repères d'orthogonalité et de mesure sur les éléments que l'on veut mesurer. Donc dans le cadre de cet article, voilà ce qui a été fait. Et la procédure expérimentale, ça ressemble finalement à la stratégie que vous avez voulu mettre, c'était induire des états affectifs différents, partant de la neutralité, quelque chose de détendu, et aller vers de l'anxiété et du stress. Donc ces facteurs ont été créés par des différentes actions provoquant des stress externes et internes. Alors il a été demandé aux participants notamment de se décrire dans une langue étrangère qui commençait à générer un premier stress, de se rappeler, alors ça c'est pour Fred, de se rappeler de revivre un événement stressant et anxiogène dans leur vie passée, comme s'ils étaient en train de le revivre, de regarder des images. Alors apparemment, il y a une base, je l'ai découverte en étudiant cet article, l'International Affective Picture System, qui permet de générer des images avec, je pense, une codification qui se fait, et puis de regarder. Pour le coup, c'est ce que vous avez fait, des segments de vidéo de 2 minutes, comme je l'ai dit, avec des conditions de neutralité initiales à chacune de ces phases pour pouvoir avoir finalement des références d'état émotionnel sur le visage par rapport auxquels on va faire ensuite la variation. Donc finalement, qu'est-ce que l'on fait ? La détection de visage aujourd'hui est basée sur un algorithme très connu qui s'appelle Viola et Jones. Ce ne sont que des updates et des améliorations de cet algorithme-là, qui va faire que, à partir, je dirais, d'un visage, on va réussir à déterminer sa répartition dans l'espace, et puis ensuite on va venir détecter des points caractéristiques qui sont finalement le contour du visage, les yeux, le nez, la bouche. Et comme vous le voyez sur la partie finalement de droite, ensuite on va pouvoir travailler sur ces points caractéristiques. Donc là, spécifiquement dans cet article, eh bien, on va travailler notamment sur l'œil. Donc, on va aller spécifiquement récupérer les points d'intérêt qui sont au nombre de 6 dans un œil. Et on va regarder finalement l'interespacement et la surface de cet œil pour pouvoir déterminer la surface ouverte, ce qui va déterminer également le clignement au cours du temps. Donc, on arrive à avoir, par exemple, des évolutions de ce type-là qui vont donner finalement la surface ouverte de l'œil au fur et à mesure du temps, et puis des zones de fermeture où, de manière régulière, ça va pouvoir donner également la fréquence de clignement. De la même manière, on a été chercher sur la zone de nez, qui est considérée comme une partie très stable du visage. On a récupéré des points en situation de référence comme étant des points initiaux, et ensuite on a calculé les vecteurs de déplacement au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure finalement de l'observation de ces éléments de stress, et on a pu de cette même façon caractériser le mouvement de tête par rapport finalement à ces déplacements de points au fur et à mesure du temps. Donc il y a des courbes de ce type-là qui sont comparées avec des courbes initiales. Enfin, il y a également la mesure de la fréquence cardiaque. Alors, j'ai compris que vous avez utilisé un système qui, à mon avis, est plus efficace que, en tout cas, vu la situation, que ce qu'on pourrait mettre ici. Alors, le nom est assez difficile à prononcer. C'est de la photoplétismographie à distance. En fait, ça correspond à reprendre un exposé qui a été fait ce matin, qui est finalement le flux sanguin sur des capillaires sous-cutanés de notre visage, va être récupéré lorsqu'on a une source lumineuse qui, finalement, envoie une source lumineuse sur notre peau. Eh bien, il va y avoir une réflexion qui va être captée par la caméra, et sur les 3 canaux de couleur, le rouge, le vert, le bleu, eh bien, il va y avoir une évolution temporelle du signal RVB que l'on va pouvoir avoir et qui va être due au flux de sang qui va être et qui va absorber plus ou moins finalement la lumière qui vient sur notre peau. Donc on va suivre ces évolutions finalement de sang qui vont arriver sur ces capillaires grâce à ce fameux battement que l'on va caractériser sur ces signaux RVB. Donc ça, c'était une première présentation qui était donc un article 2017, ça commence à compter, et qui travaillait sur des informations de type couleur avec des caméras visibles. Ensuite, je suis partie dans les informations relatives au spectre infrarouge et donc ce qui est les images thermographiques. Et puis, finalement, dès 2014, il y avait un article qui faisait un état de l'art, des possibilités qui s'offraient à nous pour utiliser finalement ces images, notamment dans la mesure des émotions.
Donc là aussi, bien évidemment, ça reprend ce qui a été dit, hein, au niveau facial, eh bien, il y a toute une map de faisceaux qui parcourt notre visage et qui rend caractéristique des zones qui vont faire qu'il va y avoir plus ou moins un changement de température qui va s'opérer et qui est conditionné par des changements émotionnels que l'on vit. Et donc, on est aussi sur de la modification de flux sanguin dans ces parties. Donc, on est sur des parties du front, du menton, parties nasales, autour de l'œil ou des maxillaires. Donc, cette étude, d'abord, elle a été faite en nous montrant que sur différents états émotionnels qui partent du stress, mais qui vont aussi sur l'anxiété, de la joie, etc., eh bien, pour moi, ça a été une découverte. Il y a des variations de température sur des zones dédiées, mais qui ne sont pas du même ordre. C'est-à-dire, il peut y avoir, alors on va regarder par exemple spécifiquement pour le stress, des décroissances ou des croissances qui vont aller sur des zones spécifiques. Par exemple, il y a une décroissance sur le nez, alors qu'il y a par exemple une croissance sur le front ou une décroissance. Alors attention, cette étude que je vous présente était faite notamment pour des mises en situation sur des états de stress de conduite, et vous voyez que la variation, on n'est pas sur beaucoup de degrés. On est sur inférieur à 1 degré de variation sur des zones bien ciblées, donc au niveau du visage. Alors, cette étude, elle était intéressante également parce qu'elle montrait déjà la difficulté de travailler sur ce type d'image. D'abord, sur ces personnes-là, on ne les avait pas obligés d'être fixes, mais quand même, ils étaient dans une micro-variation qui a été une difficulté puisqu'il a fallu considérer, pour pouvoir comparer les choses, des images qui étaient faites depuis le même angle de vue. Et donc, il a fallu dérocher à la main, ce qui a demandé un temps de traitement, forcément manuel, assez important. De plus, il y a eu des difficultés de sélection des régions d'intérêt. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un changement de température sur un visage, sur un type d'émotion, il prend 10 secondes à apparaître par image infrarouge. Donc, c'est quand même un certain temps qu'il faut attendre pour que les effets, je dirais, apparaissent. Enfin, la mesure, il va arriver depuis ce matin, il est revenu, voilà. Situation vécue, à planification du stress. Donc, sur la mesure du stress, majoritairement, c'était la région du nez qui était considérée, mais sur cet article, on dit, oui, mais il y a des controverses quand même qui disent que c'est pas forcément le stress qui cause une variation de température sur le nez. Donc là, on était sur une période qui était un peu plus vieille, je dirais. Et enfin, en tout cas, il n'y avait pas de protocole standard d'acquisition d'images et de détermination des régions d'intérêt. Donc maintenant, c'est un article que mon frère m'avait transmis, je crois que c'était l'année dernière, et qui finalement, je dirais, est le plus proche de nous sur ce système-là. On présentait un système expert nouveau pour étudier le stress chez les hommes qui était basé sur des images thermographiques. Donc là, ça concerne une population d'enfants, d'élèves qui étaient sujets au stress à l'école. On ne sait pas pourquoi. Nous, on est profs, mais on ne sait pas pourquoi. Et en fait, ça correspond à faire venir les petits tous, les enfants, mais dans une situation assez contraignante. Il faut qu'ils se présentent avec les mains orientées vers la caméra, bougeant le moins possible, en présentant leur visage. Ça, c'était un premier état. Ensuite, on faisait une caméra infrarouge qui était assez proche d'eux, puisqu'on est sur une caméra allée à 1 mètre à 1,2 mètre, dans un spectre infrarouge qui est l'infrarouge lointain, qui est celui qu'on utilise pour les feux de forêt. C'est le même spectre. Et là-dedans, eh bien, il y a un protocole, peut-être que vous le connaissez, qui est un protocole de mise en stress. Celui-ci était le Trier Social Stress Test. Et on appliquait ce stress, donc, aux jeunes. Donc ensuite, on obtient des images qu'on appelle radiométriques, c'est-à-dire que ces images sont pixelaires, bien évidemment, mais à chaque pixel correspond également une température. Donc on va traiter de manière dissociée les mains et le visage. Alors pour les mains, l'étude part en fait d'un modèle de main et ils font des dilatations, rotations des mains pour venir ensuite superposer finalement les mains modèles sur les mains présentées par les enfants. Ils font ce qu'on appelle du matching. Et ensuite, on allait regarder la forme et on détectait ensuite les mains dessus. Pour le visage, on reprenait finalement les protocoles. Cette fois-ci, on allait chercher les zones d'intérêt par la distribution, je dirais, spatiale, horizontale et verticale de points d'intérêt, qui donnaient des points d'intérêt sur le visage, sur le nez. Et en faisant vite, on allait ensuite déterminer des statistiques pour chacune des zones.
Et on allait regarder des études qui permettaient de savoir finalement sur ces zones comment ça réagissait. Alors ce qu'on peut dire en gros, c'est qu'hommes et femmes, on ne réagit pas de la même façon. Et même une même personne ne réagit pas de la même façon sur sa main droite et sa main gauche. Autrement dit, c'est très compliqué de dire si quelqu'un a peur, si c'est une femme, la température du nez augmente, si c'est un homme, c'est la température du front. Alors ce qu'a fait la méthode, et je fais très très vite, ils ont fait un arbre de décision qui permettait de dire on va regarder la température sur le visage, s'il y a une décroissance, il n'y a pas de stress, je peux le dire tout de suite, s'il y a une croissance, je vais regarder le nez, si le nez, il y a une décroissance, je vais regarder si c'est un homme ou une femme, alors si c'est un homme, je vais regarder l'index du doigt, si c'est une femme, je vais regarder le pouce, et ensuite, je vais regarder finalement le doigt central pour dire s'il y a stress ou pas stress. Tout ça pour dire que finalement, c'est pas si simple que ça, quoi. C'est pas si simple que ça. Cette étude date de 2021. Moi, par mots-clés, j'ai essayé de chercher quelque chose de plus concret. Et donc, en conclusion, on dit oui, ça existe. Dans le visible et l'infrarouge, il y a de la recherche qui se fait. Les zones d'intérêt sont sur le visage, sur les mains, parce que c'est découvert déjà. C'est plus facile d'y avoir accès. Les zones sont genrées. Ça dépend, finalement. Elles présentent des variations de température, mais pas excessivement grandes. Les protocoles de prise de mesure sont assez restrictifs, il manque un S. Les distances caméra-objet sont de l'ordre de 1 mètre et sont quasi statiques. Et donc, une autre partie, mais de vive voix. La question maintenant que je me pose, c'est comment intégrer ce projet, comment apporter une contribution avec de la caméra visible ou infrarouge, sachant que l'état de l'art ne nous a pas amené très très loin dans une flexibilité des choses. Donc la première chose que je vais faire, bien sûr, c'est de regarder les vidéos qui ont été faites l'année dernière. Donc, je pense que vous aviez des caméras qui étaient par là, non, Jo? Voilà. Voilà. Donc ça ne me coûte rien de faire une détection de visage et de commencer à regarder si les têtes commencent à s'incliner fortement. Mais ça ne sera pas facile. Ce n'est pas quelque chose qui va venir récupérer un état de l'art déjà avancé, où il n'y a plus qu'à, ce que je pensais quand même être faisable au début. C'est pas comme ça. Par contre, moi, ce que je veux, c'est intégrer un route de réflexion. On fait des petits essais, on commence à voir. Ça sera développé en post-traitement, on ne sera pas sur du temps réel, et on avance ce qu'on peut avancer. Donc voilà, je vous remercie de votre